Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je vous propose de nous rejoindre ici à Turin, sur le toit du Lingotto, l'usine historique, l'usine mère de Fiat. Ma mission du jour, c'est de prendre le volant et de tester pour vous pour la première fois la Fiat 600e, ou Seicento E si vous parlez activement la langue de Dante Alighieri. Mais avant de faire le tour du propriétaire et de prendre la route, je vous invite à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois que nous publions un nouvel essai ou une nouvelle vidéo. Alors on va commencer par les fondamentaux, en l'occurrence les dimensions. Longueur 4,17 m, largeur 1,78 m, hauteur 1,52 m. Et du coup ces dimensions, ça la place un peu dans un entre-deux. Alors c'est une voiture qu'on a un peu de mal à placer. Historiquement dans les années 50, la Seicento c'était la version longue de la Cinquecento, donc de la 500. Et on est un peu dans le même schéma, hein. Ici on a une longueur supérieure, donc 4,17 m, qui peut transporter une vraie famille, alors qu'une 500 c'est quand même assez limité en polyvalence. De plus, 4,17 m, ça la place un peu au-dessus du Jeep Avenger, hein, qui est le cousin technique ou la cousine technique de cette 600e, et aussi la voiture de l'année 2023. Et 1,52 m de hauteur, ça nous change un petit peu parce que on a l'habitude des SUV-B type Renault Captur, type Fiat 500X par exemple. Et ici on est un peu plus bas, donc on est un peu dans un entre-deux entre la citadine type Renault Clio. Ça permet de remplacer plusieurs modèles avec un seul véhicule, ce qui est assez futé de la part de Fiat. Alors pour Fiat, c'est un moment important parce que ça permet de reconquérir le segment B, hein, qui est un petit peu le cœur de marché, notamment en Italie, en France, etc. On le sait, hein, Fiat a connu des années difficiles. Dans les années 80, c'était 8% des ventes des voitures neuves en Europe. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 2%. Et dans les années 2010, on faisait vraiment service minimum sur l'électrification. Le groupe Fiat Chrysler a été intégré au sein du grand groupe Stellantis et ça permet à cette voiture de bénéficier de la nouvelle plateforme du groupe et donc d'être la sœur technique du Jeep Avenger mais aussi de la Peugeot i2008, etc. Et surtout, elle bénéficie du nouveau combo moteur-batterie du groupe dont on va se reparler dans quelques instants. Alors on s'était déjà parlé de l'esthétique au mois de juillet lors de la présentation statique, donc nous voici pour l'essai, donc on va essayer de faire bref. On reconnaît cette espèce de pliure de lèvres qui est caractéristique de la 500 et de la 600. Le bouclier ajouré en bas pour assurer le refroidissement. Les feux en demi-lune coupés ici, ça c'est la nouvelle caractéristique esthétique des Fiat nostalgiques, on va dire, récentes. Alors ceci n'est pas un SUV, mais on a quand même des bas de caisse en plastique, des passages de roues noirs en plastique. On mélange d'ailleurs, côté plastique, les éléments mat et les éléments brillants. Donc ça c'est une petite particularité esthétique, un peu de chrome aussi évidemment. Ça c'est pour l'aspect nostalgique qui rappelle la Seicento des années 1950. À l'arrière on a le petit liseré tricolore italien. Cette voiture elle est fabriquée à Tychy ou Tychy en Pologne. C'est une usine historique de Fiat, elle était ouverte dès les années 60-70, elle fabriquait des 126 sous le nom Polski Fiat à l'époque, bien avant la chute du mur de Berlin. Alors, notre version d'essai c'est une La Prima, donc c'est la finition de lancement, équipée de roues de 18 pouces, chaussée ici de Goodyear Efficient Grip, donc plutôt typée efficience énergétique. Mais l'entrée de gamme, la Red, elle est en 16 pouces. Alors si vous trouvez que c'est pas assez, sachez qu'une Ferrari F40 de 1987 était en 17 pouces. Donc l'inflation, ça touche aussi les roues des voitures et c'est pas forcément au service de l'efficience énergétique. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le dur côté technique. Cette voiture, elle est équipée du nouveau système, de la nouvelle chaîne de puissance du groupe Stellantis. Concrètement, elle est composée notamment d'un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui est situé sur le train avant. Ceci est une traction. Ce moteur il est fabriqué par la société e-Motors, qui est une joint venture, une co-entreprise dans laquelle figure notamment Stellantis. Et son usine se situe en Moselle, à Trémery. Donc le moteur de cette voiture, il est made in France. Il développe 156 chevaux et 270 Nm de couple, ce qui n'en fait pas un des plus puissants du marché. On va voir si l'efficience est au rendez-vous et si les performances sont suffisantes dans un usage quotidien. En tout cas, en ouvrant le capot, je constate que tous les accès pour les liquides, etc., c'est très facile. Pareil pour la batterie 12 volts qui sert à alimenter les équipements à bord. Et on a même du câblage presque à l'air libre. Ça paraît un peu rustique, mais pour l'entretien, ça simplifie les choses. Pas besoin de tout enlever. On y va du premier coup. Cette chaîne de puissance, elle intègre aussi une nouvelle batterie de type NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. C'est du classique. Sa capacité est de 54 kWh en brut. C'est 50.8 en net. Et Stellantis voulait absolument passer la barre psychologique des 400 km d'autonomie, pour des raisons marketing, pour les gens qui ont la fameuse range anxiety, donc
l'angoisse de l'autonomie. Et donc sur ce modèle, en 18 pouces, on nous annonce 406 km d'autonomie en conditions mixtes, évidemment selon la norme WLTP dont on connaît les limites en usage quotidien. Allez, il est temps d'aller voir l'intérieur, l'habitacle de cette 500e. Et même aussi à bord de cette Fiat 600e, je vais vous montrer quelques détails avec la petite caméra. On commence par le volant, deux branches un petit peu nostalgique, plutôt agréable de toucher, avec ici les commandes pour le régulateur et le réglage radio-audio, donc ça c'est du classique. Devant moi, le petit combiné d'instrumentation avec le liseré 600. La forme ovoïde rappelle évidemment les 500 et 600 des années 1950. Évidemment, c'est très clair, très lisible. On a la vitesse en très gros, l'état de charge de la batterie, le kilométrage et le pourcentage. Donc ça c'est plutôt bien avec l'odomètre en petit ici. C'est très clair, fonctionnel, pas d'infos superflues. Alors sur cette version la Prima, qui est la haut de gamme, on a un écran de 10 pouces. Alors on va voir si ça réagit bien. Ouais, c'est plutôt rapide. Donc ça m'a l'air plutôt bien fait. On revient ici, voilà, via la petite maison vers les menus. On peut régler évidemment la navigation, etc. Ça m'a l'air plutôt rapide, même si, bon, des fois revenir au menu pour chaque commande, c'est un peu embêtant. Heureusement, on a des touches type piano, là, qui nous permettent de gérer les principales fonctions, notamment des givrages, etc., climatisation. Donc ça, c'est pratique en roulant. Ici, la commande de rapport, avec ici le mode break, hein, donc qui remplace les palettes et autres, donc c'est un mode, on va dire, régénération plus forte. Ce rangement, dans lequel j'ai mis ma ventouse et les clés. Alors, dedans, ici, sur cette version haut de gamme, on a un chargeur à induction. C'est profond, c'est plutôt pas mal. Il y a de l'antidérapant en dessous. En revanche, le système d'ouverture, moi, je trouve ça très bien esthétiquement. Mais c'est un peu, voilà, si vous avez besoin au péage d'ouvrir, c'est pas forcément ultra pratique à manipuler. Et tout ce combiné là, bah, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au Jeep Avenger, hein, puisque on réutilise évidemment beaucoup de pièces entre ces deux véhicules. Lors de la présentation statique, hein, j'ai eu un petit peu la dent dure avec la finition. Alors oui, effectivement, ça reste des plastiques durs. Tous les ajustements sont pas parfaits, etc. Voilà, clac, tout ça c'est du dur. Mais c'est un peu mieux. Hein. Je vois par exemple ici le sélecteur du mode de conduite. Ben, il est beaucoup plus mieux mis qu'au départ, etc. Après, voilà, quand on va plonger la caméra par ici, on voit la colonne de direction, etc. C'est des plastiques pas forcément de premier choix, de première qualité. Mais bon, ça, c'est uniquement un plaisir personnel. Est-ce que vous êtes attaché à ça ou pas? On peut en parler dans les commentaires d'ailleurs, n'hésitez pas. Je rajouterai que on est plutôt bien servi en logement, avec ici de quoi mettre des petites bouteilles, mais pas des grandes. Une très grande boîte à gants. Voilà, je touche même pas le fond. Fiat nous annonce 15 litres de rangement à l'avant, ce qui est plutôt pas mal. Et donc on a notamment cet espace là aussi pour des petites bouteilles. Et un espace supplémentaire voilà, derrière l'accoudoir pour les passagers avant. Petit mot plutôt sympa pour la matière. Alors c'est pas du cuir, mais avec ces marquages, ces surpiqûres Fiat sur les sièges. Et on a la possibilité pour le conducteur ou la conductrice, d'avoir le siège chauffant, et deux, d'avoir un siège massant. Et ça se commande ici, donc on a le massage qui se trouve ici. Et ça ne concerne que le siège conducteur. D'ailleurs, pareil, pour le réglage électrique du siège, c'est que pour le conducteur, y compris sur cette finition haute, la Prima. Allez, me voilà à l'arrière de cette 600e. Je trouve qu'on est plutôt pas trop mal loti pour un véhicule de ce format. Moi, je fais 1m77, le siège devant, il est réglé pour moi, et j'ai encore, allez, 7-8 cm devant les genoux. On n'est pas trop assis en arrière, on est assis un peu en hauteur. Bon, les fenêtres sont pas forcément le grand format, mais ça reste quand même assez convivial. Devant moi, la petite aumônière pour ranger. En revanche, pas de bac sur les côtés, ça c'est un peu dommage. Pas non plus de trappe à ski. La banquette arrière est fractionnable seulement en 2 tiers, 1 tiers. Donc, point de vue modularité, c'est pas forcément le top. Et ici, on a une seule prise USB-C, ça c'est dommage. Et il y a un autre truc qui est dommage, c'est qu'ici, dans cette voiture, puisqu'elle est conçue sur une plateforme mixte thermique et électrique, et ben on a un tunnel de servitude. Et ça, sur les voitures électriques, c'est un peu embêtant. Et c'est pas forcément hyper favorable pour la personne qui prend la place numéro 5. Voilà, on a un peu moins de place, on est assis un peu en hauteur. Heureusement, c'est creusé le siège, mais mention assez bien pour l'arrière, plutôt bien pour les passagers normaux. Pour le 5e passager, c'est pas forcément idéal. Petite famille, pas trop grande famille. Alors avant de prendre la route, un dernier mot sur le coffre.
Sur cette version finition haute, la Prima, il est motorisé. Alors, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que l'ouverture est assez large, malgré la présence des feux assez massifs sur le côté. En revanche, le seuil, il est assez haut. Hein. Il m'arrive à peu près au niveau des hanches. La capacité officielle est de 370 litres. On a un double fond. On a encore en dessous un kit de réparation. On va dire que c'est dans la moyenne correcte pour la catégorie, mais c'est pas non plus énorme comme espace. On retiendra aussi les petites encoches sur le côté qui permettent de stocker du matériel un peu plus long, mais voilà, on va dire qu'en hauteur, sous la plage, c'est pas énorme si vous voulez caser des grosses valises. Allez, c'est parti au volant de cette 600e dans les rues de Turin. La première constatation, elle est auditive. Je trouve que ce véhicule, il est plutôt bien insonorisé. Alors, il y a beaucoup de véhicules électriques, on a l'impression d'être dehors lorsqu'on se trouve au volant, notamment en ville, hein, on entend les scooters de partout, etc. Bah ici, franchement, je trouve que le résultat, il est plutôt pas mal. On a le nouveau moteur, un synchrone à aimant permanent devant moi, qui est notamment nettement moins bruyant que son prédécesseur. On a une montre pneumatique qui me semble plutôt adaptée à un véhicule électrique, donc franchement, d'un point de vue auditif, c'est plutôt pas mal. En revanche, je serais juste un petit poil plus sceptique sur la visibilité. Alors, on va rentrer dans le rond-point, et en fait, là, bah voilà, je vois pas bien en 3/4 avant, parce qu'on a un gros montant qui est assez proche. Alors, on a un petit peu de mal à appréhender où sont les coins, entre guillemets, de la voiture, parce qu'elle est très ronde et on voit pas le bout du capot. En 3/4 arrière, c'est dans la moyenne, la visibilité lorsqu'on fait son check. Mais je trouve que voilà, d'un point de vue visibilité aux alentours du véhicule, c'est pas génial. Et dans le rétro intérieur, on voit assez bien ce qui se passe. Petite critique quand même, c'est qu'il est très bas ce rétro intérieur. Donc quelque part, il est aussi en 3/4 avant. Donc déjà, on a le montant de ce côté-là. Là, on a le rétro qui est assez bas, en tout cas pour ma position de conduite. Alors, un des aspects qui différenciait les Fiat ces dernières années, c'était le fameux mode City, vous savez, avec la direction très légère. On activait d'un bouton sur le tableau de bord. Ici, ça n'existe plus. On va dire que c'est le mode normal, mais les commandes sont très douces, très agréables dans un environnement urbain. La direction est très légère, pas très directe, hein, mais on va dire que voilà, pour faire les manœuvres, c'est très doux. La pédale de frein, elle est bien ajustée, ça freine très naturellement. Qui est agréable, il n'y a pas de coup de frein sec comme dans certaines électriques. Donc ça, là-dessus, bon boulot de la part de Stellantis. Sur une plateforme évidemment bien connue. On va faire une petite manœuvre de stationnement devant la Seicento des années 90 qui est garée là, figurez-vous. Curieuse coïncidence. Ça va vous permettre de tester la caméra de recul. Clac. Alors, ça se fait ici, sur la console centrale, le bouton. Et on a la caméra de recul qui me semble plutôt de bonne qualité. Deuxièmement, on a la caméra 360, mais ça c'est que sur cette version haut de gamme, la Prima. Là aussi c'est de bonne qualité, ça permet de bien appréhender les manœuvres. Et puis on a les fameux bip bip traditionnels. Voilà, la qualité est plutôt pas mal. On aimerait bien avoir un accès direct avec une touche vers la caméra de recul ou la caméra 360 lorsqu'on fait des manœuvres qui ne sont pas des marches arrière. C'est toujours agréable de pouvoir, en un clic, déclencher cet accessoire. Donc on va passer en mode B, donc brake, qui est, on va dire, le mode avec la récupération d'énergie maximale. Alors on sent que voilà, il y a un petit peu plus de lag lorsqu'on accélère. La voiture, elle ralentit un peu plus sur l'équivalent d'un frein moteur. Alors voilà, on lâche l'accélérateur derrière l'Apollo. La voiture, eh bien non, elle ne s'arrête pas. On peut pas faire de conduite à une pédale sur cette 600e. Je sais qu'il y a une partie de vous, chers amis d'Automobile Propre, qui êtes très attachés à ça. Malheureusement, on ne peut pas. Et on n'a pas de palette pour régler le niveau de régénération. Donc, va falloir se contenter du réglage constructeur qui, quand même, m'a l'air plutôt judicieusement positionné. Allez, me voilà sur route en 600e. Alors, je vais être honnête avec vous. C'est pas incroyable niveau dynamisme. Alors, il y a un petit peu de mouvement de caisse. La voiture, elle laisse prendre un petit peu de roulis ou de gîte, ce qui permet de maintenir un bon niveau de confort, mais forcément, ça donne pas un caractère très dynamique à cette voiture. Heureusement, la masse, elle est limitée à 1520 kg. C'est presque une centaine de moins que le Jeep Avenger, qui est pourtant plus court. Donc ça te permet de pas trop sacrifier le confort. Pourtant, on n'a pas forcément un hardware, entre guillemets, très
encourageant parce que bon, c'est du McPherson à l'avant, donc c'est classique. À l'arrière, c'est un essieu semi-rigide avec une barre Panhard, donc c'est plutôt, on va dire, dans la moyenne basse. Et c'est un assemblage qu'on retrouve dans d'autres véhicules du groupe Stellantis, notamment sur cette plateforme ICMP2. Donc ça rend le véhicule, on va dire, très correct niveau confort, mais pas très dynamique. Et on arrive assez vite, notamment en traction, aux limites d'adhérence des pneus. Tiens, d'ailleurs, je vais passer en mode sport, on va voir ce que ça donne. Mode sport, on a un petit peu plus de réponse à l'accélérateur. Alors je vous rappelle, cette voiture, c'est une traction. Donc voilà, hop, on l'entend. Quand on remet gaz un peu fort en courbe, eh ben, le train avant, il a un petit peu de mal à suivre. Alors on est chaussée de 18 pouces, ce qui est peut-être assez grand pour ce type de véhicule. Comme d'habitude, vous le savez, ça se fait au détriment de l'autonomie. Et des 16 pouces, c'est tout aussi bien et ça permet d'avoir quelques kilomètres en plus d'autonomie. Là, selon la norme d'homologation WLTP, par exemple, si on est en 16 pouces, eh bien, on fait 409 km contre 406. Alors, ça fait pas une grosse différence. Sachez quand même que c'est pas une voiture sportive. Le 0 à 100, il s'effectue en 9 secondes, ce qui est pas si mal. Il y avait des bombinettes dans les années 90 qui faisaient ça. En revanche, ça plafonne assez vite, puisqu'on dépasse les 70-80. Voilà, on n'a pas forcément le kick très sympa, mais ça reste évidemment suffisant pour un usage quotidien. Allez, on va faire un petit test de freinage. Bon, l'avant il s'écrase un peu. Il y a mon sac aussi qui a fait un petit test de freinage. L'avant il s'écrase un peu, mais on bloque pas tout de suite. Le ressenti dans la pédale il est assez naturel, assez comparable à ce qu'on pourrait avoir sur une thermique. C'est un peu spongieux, mais ça reste très correct et sécurisant. Pas de gros problème sur la question du freinage sur cette voiture. C'est une bonne nouvelle parce que, par exemple, du côté des hybrides rechargeables, chez Stellantis, ça a longtemps été un problème où on freinait 2 fois de la même façon et on avait des réponses totalement différentes. Là, ça me paraît plutôt consistant et plutôt normal et on n'a vraiment pas, plutôt transparent dans son fonctionnement et on n'est pas déstabilisé lorsqu'on vient, par exemple, du thermique. Et me voici sur Voie Rapide, c'est l'occasion de parler de quelques sujets supplémentaires. Le premier, c'est l'insonorisation. Il y a quand même pas mal de bruit d'air et de bruit de vent et de bruit de roulement, donc c'est très convaincant en ville. Ça l'est un petit peu moins sur autoroute, même si ça reste quand même globalement très acceptable. Deuxièmement, un des arguments de cette version haut de gamme, c'est la possibilité de recevoir le massage par le siège conducteur. Donc là, je suis en train de me faire masser le dos par mon siège. Bon, c'est un peu gadget, c'est pas désagréable. Après, est-ce que j'en ferai un argument pour la voiture? Ça, c'est à vous de voir si vous êtes accro au spa, au massage et au câlin. Moi, c'est pas forcément mon cas. Troisième sujet que je voudrais aborder, puisque je suis sur Voie Rapide à 110, c'est celui de la consommation. Alors, j'ai fait une boucle d'une centaine de kilomètres au volant de cette voiture et l'ordinateur de bord, il m'indique 18,5 kWh au 100 km. Alors, c'est un poil élevé, mais il y avait un peu de dénivellation. On peut se dire qu'on est assez proche des valeurs du Jeep Avenger. Mon collègue Soufiane Benhamouda a fait le super test, il a fait 2500 km à bord de l'Avenger, donc qui est exactement avec le même moteur, la même batterie, et il a fait une conso moyenne autour de 17-18 kWh au 100 km. On peut se dire qu'on est exactement dans les mêmes eaux sur cette voiture. Ceci situe l'autonomie de ce véhicule en conditions réelles autour de 300 à 350 km pour une batterie de 50,8 kWh net. Côté recharge, Stellantis annonce un 20 à 80% en 27 minutes et une crête à 100 kW. Attention sur l'Avenger, mon confrère Soufiane Benhamouda a noté un net ralentissement juste après la barre des 80%, une tendance à confirmer lors de notre super test avec la Fiat. Sur un boîtier mural 11 kW, comptez sur une recharge en 5 heures et 45 minutes. On l'aura compris, la Seicento est dans la moyenne du marché, sans plus côté consommation et recharge. Alors notre premier essai de la Fiat 600e, il se termine ici, la basilique de Superga sur les hauteurs de Turin. Alors vous l'aurez compris, un véhicule familial avec un petit peu de place à l'intérieur, pas mal de rangements. En revanche, niveau finition, etc., c'est pas génial. L'efficience, on est dans la moyenne de la catégorie, sans plus. Et un caractère, on va dire, bonhomme, pas franchement sportif, mais plutôt confortable grâce à une masse qui reste limitée un tout petit peu au-dessus de 1,5 tonne, ce qui est plutôt pas mal pour le segment. Alors côté tarif, c'est plus accessible qu'ailleurs, mais ça reste cher. La version Red d'entrée de gamme, elle démarre juste en dessous des 36 000 € hors bonus. Pour notre version d'essai qui s'appelle la Prima, qui est mieux équipée
on est quasiment à 42 000 €. Alors, c'est cher, mais c'est moins cher que des véhicules du groupe Stellantis qui sont exactement sur la même plateforme. C'est moins cher qu'un Avenger. C'est aussi beaucoup moins cher que la i308 qui a été essayée par Max Fontanier, sachant que les entrailles, donc la batterie et le moteur, sont exactement le même. Donc vous pouvez bénéficier de la Fiat pour un tarif nettement moins élevé que du côté de chez Peugeot. La vraie popularisation de l'électrique du côté de chez Fiat, ça devrait arriver un petit peu plus tard, sans doute l'année prochaine, avec la présentation de la future Panda, une voiture dont on espère qu'elle va pouvoir être vendue en dessous de 30 000 € et donc de pouvoir vraiment démocratiser l'accès à la voiture électrique neuve. Alors j'aimerais bien votre avis sur ce nouveau pack moteur-batterie, sur cette voiture, est-ce qu'elle vous intéresse ou pas? On en discute dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve très très vite sur Automobile Prop. Ciao.